Bon, salam alaikum, marhaba bikoum sur DZ Pharma Live. Donc le premier, c'est le premier essai, c'est un pilote de notre service d'entretien avec des différents experts de l'industrie des produits de santé en général et du médicament en particulier. Donc ce live, il sera diffusé via Facebook Live dans un premier temps et après il y aura un podcast qui sera disponible sur YouTube et sur la page Facebook de DZ Pharma. Donc brièvement, je reviens. Donc moi, je m'appelle Amine Bounoua et je suis un des cofondateurs de DZ Pharma, le service qui propose de l'actu pharmaceutique concentré un petit peu sur l'actu en Algérie, mais il y a aussi tout un volet de ce qui se passe autour à travers le monde en termes d'innovation, de nouveautés à propos des produits pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, on lance le nouveau service. Donc la langue de l'échange, ça sera soit en français, soit en arabe, soit un mix des deux ou en anglais. Dans un premier temps, on verra après si on peut adapter le format avec une langue plus appropriée. Donc dans un premier temps, donc ça sera donc cet essai-là, il sera proposé comme un pilote où on va essayer de collecter les feedbacks de tout le monde pour pouvoir améliorer le deuxième format et à la suite euh, adapter le service aux auditeurs. Donc, on a choisi de le diffuser uniquement en audio. On verra par la suite si le format vidéo peut être nécessaire pour notre service. Donc, notre première invitée, c'est Isma Ben Ahmed. Elle est experte en affaires réglementaires européennes. Elle exerce dans un labo pharmaceutique en Europe et elle va vous parler aujourd'hui des médicaments orphelins car elle est depuis quelques années spécialisée des procédures et de la réglementation européenne, notamment pour les médicaments orphelins. Donc je passe la parole à Ismaël. Merci Amine. Donc pour la petite intro, comme Amine l'a dit, je m'appelle Smahan Ben Ahmed. Je suis algérienne. J'ai fait mes études de pharmacie à la faculté de pharmacie de Paris 11. J'ai également un master en affaires réglementaires, plus spécialisé à l'international. Donc, j'ai toujours travaillé en affaires réglementaires. J'ai une expérience d'environ 7 ans. J'ai quasiment travaillé que dans les médicaments orphelins. Et actuellement, je suis même carrément dans une aire thérapeutique qui s'occupe que des maladies orphelines et des médicaments orphelins. Donc ça, c'est pour la petite intro en ce qui me concerne. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup Ismaël. On va se tutoyer, c'est plus simple parce qu'on se connaît, donc on peut se le permettre. Donc après ta présentation, on va aller à une série de questions-réponses que j'ai préparées et par la suite, on va peut-être ouvrir s'il y a des auditeurs en live à des questions des auditeurs. Autrement, les auditeurs, ils peuvent toujours nous laisser des commentaires et on essaiera de répondre à ces questions-là par la suite. Donc, première question là sur les médicaments orphelins, c'est comment on peut les définir, comment on peut classifier un médicament comme un médicament orphelin. Je sais qu'il y a différentes réglementations à travers le monde. Si on peut faire une synthèse de ces différentes réglementations, quelle serait pour toi la définition des médicaments orphelins? Je pense qu'il faut déjà revenir à ce que c'est qu'une maladie orpheline avant peut-être de définir ce que c'est qu'un médicament orphelin. Donc, même s'il n'y a pas vraiment de définition stricte par rapport à une maladie orpheline ou une maladie rare, ce sont des synonymes, on est tous d'accord qu'il s'agit d'une maladie qui ne touche qu'une petite partie de la population. Après, qu'est-ce que c'est qu'une petite partie de la population? Ça, c'est comme tu l'as mentionné, ça dépend vraiment des pays, des régions. Chaque région ou chaque pays a sa définition. On en recense à peu près 6 000 à 7 000 maladies rares. Mais bien sûr, on en découvre de jour en jour et ce chiffre est en augmentation. Donc, après avoir défini la maladie rare, on pourrait définir ce que c'est ce qu'est qu'un médicament orphelin. Et comme je suis experte en Europe, je vais vous donner la définition de ce que c'est qu'un médicament orphelin.
Mais après, c'est vrai que chaque région se rejoint. Il y a des petites différences, mais, mais la base est la même. Donc en Europe, la définition de médicaments orphelins est venue suite à l'adoption et la publication d'une réglementation pour encadrer le médicament orphelin, qui est la 141/2000, mais qu'on appelle tous la réglementation des médicaments orphelins. Et selon cette réglementation, la définition de médicament orphelin, c'est un médicament qui est destiné à diagnostiquer, prévenir, traiter une affection entraînant une menace pour la vie ou une invalidité chronique, ne touchant pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans la communauté européenne. Ou, je dis bien ou, ou c'est un produit qui est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement dans la communauté, donc la communauté européenne, d'une maladie mettant la vie en danger ou d'une maladie très invalidante, merci, Invalidante, ouais. ou d'une affection grave et chronique, et qu'il est peu probable qu'en l'absence de mesures d'incitation, la commercialisation de ce médicament dans la communauté génère des bénéfices suffisants pour justifier l'investissement. Et qu'il n'existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette affection, ou s'il en existe, que le médicament en question procure un bénéfice notable. Donc c'est vrai que la définition est très compliquée, très pointilleuse. Mais si on peut la résumer, donc il y a un critère de nombre, oui, qui est 5 sur 10 000, 5 malades sur 10 000 dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, oui. Ça c'est le critère européen. Après, il y a un critère de la gravité. Donc, la gravité de la maladie. Il faut vraiment que ce soit une maladie invalidante. Ou chronique. Donc il y a soit l'un, soit l'autre. Et le troisième critère, qu'il n'y a aucune thérapie satisfaisante sur le marché. Ou, s'il en existe, que notre produit procure un bénéfice notable. Meilleur. D'accord. Voilà. Ok. Pour avoir le titre de médicament orphelin. Donc là, il y a une désignation par la suite européenne. Oui. Si on respecte ces conditions, ces critères. Si on remplit ces critères. Oui. Voilà. Mais il y a aussi un critère qui est dû à l'investissement, qui peut être supérieur au retour sur investissement. Alors c'est vrai que c'est assez particulier, c'est assez drôle que ce point est cité dans cette réglementation, mais en fait c'est aussi pour motiver les promoteurs, les investisseurs en Europe, de développer des produits qui ne sont pas forcément rentables, très rentables. Qui ne traitent pas forcément une maladie rare, mais en leur donnant les avantages d'un médicament orphelin, on incite les promoteurs, les investisseurs à les développer. D'accord. Donc, on oublie là, dans ce deuxième contexte, le critère nombre. Oui. On reste sur la chronically, donc la chronicité et la gravité. Bon, l'absence de thérapie ou bien existante, mais moins importante que celle qu'on développe. Exactement ça, ouais. Mais celle qu'on développe, elle pourrait être moins rentable. Oui. Donc, du coup, on le développe pas. On ne développe pas. Donc, pour pousser l'industrie à quand même aller dans ces chemins-là, il y a des avantages liés qu'on abordera plus tard au statut de médicament orphelin. Exactement. D'accord. Donc, c'est comme ça que ce soit le plus clair possible pour nos auditeurs. Donc, c'est plus ou moins la même définition à travers le monde ou alors c'est vrai. Comment tu la vois, tu vois la définition par exemple aux États-Unis? Voilà, donc par rapport aux US, le critère de nombre est le même. Enfin, je veux dire, il y a aussi le critère de nombre aux US. C'est un peu, je pense que c'est moins de 200 000 patients touchés aux US. Après, eux, ils insistent plus sur le rationnel du développement. Mais ils n'ont pas ce critère de bénéfice notable ou de gravité. D'accord. Alors, ce n'est pas plus simple, mais disons que l'Europe, c'est plus difficile d'avoir cette désignation. D'accord, ok. Donc, aux États-Unis, c'est... D'ailleurs, ça se traduit par le nombre de médicaments orphelins. De statut, ouais. Voilà, de statut. Aux US, il y en a beaucoup plus comparé à l'Europe. L'Europe sont un peu plus stricts. Il y a beaucoup plus de critères. D'accord. Et est-ce que tu as une idée sur les autres régions du monde? Comment
qui traite ce sujet-là de médicaments orphelins? Alors, ce n'est pas tous les pays ni toutes les régions qui ont une réglementation, qui encadre les médicaments orphelins. Mais c'est vrai que les premiers qui ont adopté un texte sont les États-Unis en 81, puis après en 83, je pense, c'est Singapour, puis le Japon, puis l'Australie. À ma connaissance, l'Algérie, malheureusement, n'a pas de réglementation stricte. Non, les pas à ma connaissance non médicaments plus, parce que j'ai aussi orphelins. travaillé un petit peu sur l'Algérie. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de spécifique. On aborde le médicament orphelin. Oui. Il est considéré comme prioritaire dans la stratégie thérapeutique, stratégie d'enregistrement plutôt, en Algérie, mais il n'y a pas peut-être de loi spécifique comme la loi européenne ou américaine. Oui. Mais là, on s'adresse aux auditeurs qui sont experts en régulatorie en Algérie, de nous fournir peut-être plus d'informations et si possible peut-être traiter le sujet lors d'un prochain rendez-vous. Voilà. Ok, bah c'est très bien. Donc avec la même question que tu as pu répondre à la définition du médicament orphelin et des maladies rares, parce que le médicament orphelin répond à une ou plusieurs maladies rares. Et voilà, la question qui est plus ou moins logique qui vient par la suite, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait une différenciation entre la maladie rare et le médicament orphelin et le médicament standard, qui n'a pas ce statut-là? Est-ce qu'il y a un rationnel derrière? Alors, quel est le rationnel européen, par exemple? Il faut savoir qu'avant l'adoption de la réglementation européenne, il n'y avait que 8 médicaments qui pouvaient potentiellement être définis comme médicaments orphelins. Donc ça traduit vraiment, je veux dire, l'intérêt des industriels et des promoteurs à développer de tels médicaments. Parce qu'il faut savoir que pour développer un médicament pour traiter une maladie orpheline, déjà tout court, pour développer un médicament, ça coûte très cher. Pour développer un médicament pour traiter une maladie rare, c'est cher, mais c'est aussi très compliqué. Très compliqué parce qu'il faut chercher les patients. La définition de la maladie n'est pas forcément connue par tous les praticiens, donc il faut aussi développer des centres d'experts. C'est plus compliqué en fait. Donc du coup, il faut aussi appréhender le développement de tels médicaments différemment. Donc c'est vrai que par exemple, dans le développement d'un médicament orphelin, on a moins de patients. Donc les études cliniques sont certes les mêmes que les études pour des produits communs, mais il va y avoir beaucoup plus d'échanges avec les experts, avec les autorités de santé. Donc, et c'est un peu plus flexible. Le développement, en fait, on verra après en termes d'avantages qu'octroie la désignation de médicaments orphelins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'échanges avec les autorités de santé. Les autorités de santé sont là pour aider le promoteur, mais aussi les patients. Donc il y a de l'entraide en fait. C'est pas, on va prendre par exemple un médicament pour traiter le diabète. Il y a beaucoup de guidance. C'est clair, le développement pour ce genre de produit, c'est clair. Il faut 2 études. Donc on sait comment développer un médicament contre des 2 formes de diabète. Oui. On n'a pas besoin de dévier aux différentes guidance. En général, non. En général, donc voilà. Mais pour des maladies peut-être plus rares, donc rares, classifiées comme rares en Europe, on ne sait pas trop comment on développe un médicament. Et d'ailleurs, c'est l'un des challenges de ce domaine-là, c'est que on peut partir de rien du tout. Il y a pas de guidance, on ne sait pas par quoi commencer, comment finir, comment appréhender, comment démontrer l'efficacité, comment c'est l'inconnu. Oui, si tu peux peut-être rentrer un petit peu dans le détail, c'est guidance, c'est des critères d'évaluation pour la maladie. Et c'est quoi une guidance pour le développement en général si on Alors, ce sont des lignes directrices, en général publiées soit par l'IMA, donc l'Agence européenne du médicament, ou par la Commission européenne, pour aider le promoteur à, par exemple, mettre en place l'étude clinique, à présenter les données pour démontrer l'efficacité ou la sécurité du produit. Donc c'est ça en fait des guidelines. Donc ça touche même au design des essais cliniques qu'il faut monter
pour prouver l'efficacité Exactement. et la tolérance d'un produit Exactement. pour la maladie Ouais. rare, en l'occurrence. D'accord. Donc, à ce niveau-là, vu qu'on a très peu de savoir et de connaissances sur les maladies rares, voire Chaque bon, maladie est particulière, donc voilà. même si il y a certes des guidance, on va dire générales, Mhm. mais il y a certaines maladies où il y a besoin de plus de guidance parce que ça ne peut pas matcher avec les guidance, on va dire générales. D'accord. Donc, il y a besoin de plus, d'avoir spécifiquement des guidance particuliers Ouais. pour chaque maladie rare ou pour les maladies rares On va dans dire leur plus pour des globalité, conditions, oui. pour des Pour conditions. des conditions. D'accord, voilà. Et les conditions, c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, Oui. une condition, c'est un ensemble d'indications thérapeutiques. Oui, ça peut être un ensemble d'indications Voilà. thérapeutiques. Voilà. Oui. Ok. Et après, dans chaque condition, on peut avoir plusieurs indications thérapeutiques, Oui. plusieurs populations. Exactement. Voilà. Donc, cette nécessité d'avoir des guidance particuliers pour voilà, un groupe de médicaments qu'on a classifié comme rares par rapport au nombre et par rapport à la gravité et la chronicité de cette maladie. Maintenant, donc, il y a tout un cadre réglementaire en Europe et dans plusieurs autres pays, notamment, tu as dit, citer les États-Unis, le Singapour, et il y a peut-être aussi le Japon qui a ça. Donc, les pays de l'organisation ICH et autres peut-être pays émergents aussi qui commencent aussi maintenant à proposer un cadre réglementaire très favorable. Donc, l'idée, c'est dans ce cadre réglementaire, C'est vraiment de motiver, voilà. motiver le développement, la commercialisation et la disponibilité de ces médicaments-là Voilà. pour ces populations-là. Ok. Donc du coup, pour dire, ok, mais maintenant, vous, généralement, l'industrie pharmaceutique n'est pas très intéressée par une maladie qui touche très peu de monde pour être rentable. Donc maintenant, les agences de santé, ce qu'ils font, d'après ce que j'ai compris, c'est de les motiver avec une réglementation assez souple et beaucoup d'aide en termes de développement clinique Oui. pour pouvoir inciter les laboratoires pharmaceutiques à développer des médicaments traitant les maladies rares. Oui. Donc en fait, il y a des avantages qui sont Voilà. octroyés. Et on arrive aux avantages qui sont octroyés. Si tu peux peut-être nous donner un résumé, après peut-être on peut développer un ou deux points de ces avantages. Donc il y a des avantages qui sont octroyés par l'Agence européenne du médicament et des avantages potentiels qui sont octroyés par les pays de l'Union européenne. Donc les avantages octroyés par l'IMA, c'est l'assistance au protocole. Comme on l'a déjà mentionné, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué et difficile pour le promoteur de mettre en place les études cliniques, de savoir exactement comment présenter les données. Donc, en fait, l'IMA propose ce qu'on appelle des protocol assistants, des assistances au protocole. Donc, en fait, le protocole d'essai clinique. Oui, le protocole d'essai clinique. Donc, en fait, le promoteur envoie à l'IMA son plan, son protocole, et il demande des avis scientifiques. Est-ce que le promoteur va dans le bon sens? Est-ce que l'agence et le promoteur sont d'accord que cette population-là, que ce primary endpoint, que la durée de l'étude, de l'analyse statistique sont correctes et permettent de démontrer une efficacité. Donc, en général, le promoteur va voir l'agence européenne avant de commencer l'étude. Ça, c'est l'idéal et c'est ce qui est d'ailleurs conseillé par l'agence. Et de comme ça, après, commencer l'étude selon les avis scientifiques de l'agence. Si on dévie de cet avis scientifique, il faudrait, au moment de demander l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché, le justifier. Ouais. Donc, en général, c'est comme ça que ça marche. Après, il y a d'autres avantages, comme l'exemption de frais. Donc, les frais d'enregistrement. Mais pas que. Même les frais par exemple, de ce conseil ou assistance au protocole qui est généralement payant, on va dire. Oui. Ou peut-être des fois même pas proposé de cette façon, sous cet angle-là. Si, alors c'est proposé aussi pour des médicaments autres. Après, c'est vraiment l'appellation
Et c'est aussi les experts qui assistent à ce D'accord, genre de discussion. d'accord. Donc, l'IMA fait vraiment très attention que quand le promoteur vient pour discuter d'un design d'une étude destinée pour les maladies rares, à ce qu'il y ait vraiment les experts qui assistent à ce genre de discussion. C'est des experts méthodologiques, experts Exact, de de la la maladie, voilà, population. voilà. Ok. Ils font vraiment très attention à ce qu'ils assistent à ce Mm. genre de discussion Mm. parce qu'à la fin, ce sont les experts. Qui vont pouvoir utiliser ce médicament. Voilà. Et l'IMA n'a pas forcément toute l'expertise dans Mm. son staff. Donc, ils font appel à des experts externes. Ok. Deuxième avantage, ça serait l'exemption de frais. Donc, Ouais. des frais soit réduits, soit des gratuités des services. Ce Mais qui est-ce n'est que, pas mais négligeable. est-ce que voilà, ces frais-là pèsent beaucoup dans le développement d'un Ça médicament? dépend du promoteur, ça dépend La taille du promoteur. voilà. Mm. Donc, si on prend une petite structure ou une structure universitaire ou une start-up, c'est pas négligeable. Parce que là, on parle vraiment dans le développement, la phase très, très précoce du développement. Phase 2, phase 3, ce n'est pas précoce. D'accord. C'est quand Ok. Donc, même, on est sur voilà. les phases plus ou moins intermédiaires, voire Voilà. finales. Donc, Voilà. Donc, et c'est pas négligeable pour des petites structures. Donc là, on parle pas des grosses boîtes, mhm. style Sanofi ou autre. On parle qui peut être vraiment très négligeable, même si c'est 100 000, 200 000 euros. Mhm. C'est Parce que peut-être. c'est vrai qu'on voit des fois des petites structures qu'on appelle start-up Mhm. maintenant ou carrément des structures académiques, donc issues du public, développer des médicaments jusqu'à des phases 3, Oui. donc les phases cliniques 3. Donc sachant que cette assistance au protocole, elle intervient à un niveau à partir de la phase 2, on va Mhm. dire. Mhm. Et c'est vrai que ça peut être une aide précieuse pour ce genre de structure, start-up, structure Oui. académique, pour les amener, les accompagner jusqu'à la phase 3. Et après, au moment de la phase 3, généralement, ils font des deals avec des licences, avec Oui, parce que des grandes structures voilà, pour parce que pouvoir... les petites structures n'ont pas forcément toute l'expertise. ouais. Donc peut-être qu'ils ont l'expertise clinique, préclinique, mais ils ont peut-être pas l'expertise safety, réglementaire, marketing, accès au marché. Donc c'est aussi pour ça que Et souvent il y a aussi, des ils peuvent deals. pas peut-être prendre un risque financier énorme Oui, pour aller en phase 3 qui coûte peut-être plusieurs exactement, dizaines, voire centaines de millions d'euros exactement. C'est très 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 et cher en perdre fait. dans le change parce que Exactement. ça peut ne pas marcher en phase 3. Oui. Voilà, on a beaucoup d'exemples. Peut-être qu'on parlera de certains exemples dans un épisode Mhm. Oui, bien sûr. sur comment on peut réussir et quels sont les échecs, Ah, quels freins peuvent arriver dans le développement d'un médicament. Donc oui. ouais, c'est parfait. Donc Après, il y en a d'autres. il y a Hein. d'autres Il y en avantages. a Oui, bien sûr, on peut y aller rapidement. accès à la procédure centralisée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments orphelins font partie de la liste des médicaments qui sont obligatoirement enregistrés centralement, c'est-à-dire via l'IMA, donc l'Agence européenne du médicament. Et cette procédure, qu'on appelle procédure centralisée, nous permet d'accéder, une fois approuvée, à tous les pays de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans chaque pays de l'Union européenne, dans chaque pays européen, pour demander une AMM. On passe juste par l'IMA et c'est évalué par le CHMP qui est le comité Scientifique qui évalue ces exactement demandes. ce genre de demande. Après, il y a aussi l'exclusivité commerciale. Ah, mais c'est peut-être l'avantage qui est le plus mis en avant, généralement. C'est très bien dit. C'est mise en avant. C'est Ouais. vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup. Après, quand on comprend et quand on s'y connaît, voilà, notre enthousiasme est un peu. Alors, on va peut-être aller sur la version mainstream, la version, on va dire Ok. standard, et après dire ce qu'on pense. Est-ce que c'est vraiment le critère qui encourage les labos pharmaceutiques à développer des médicaments orphelins, ou bien c'est un des éléments, mais c'est pas peut-être l'élément majeur. C'est peut-être un des éléments, mais ça reste un élément moyennement majeur ou moyennement Oui. déterminant. Je pense que c'est Voilà. à prendre avec. Voilà, c'est pas non plus le truc qui nous permet de d'avoir un bon retour sur investissement, mais c'est vrai que c'est pas négligeable. Mais C'est pas après, négligeable. pas jusque-là. Hmm. Donc en fait, l'exclusivité commerciale, quand un médicament orphelin a une autorisation de mise sur le marché et qu'il maintient cette désignation de médicament orphelin,
aucun médicament similaire ne peut demander une AMM pour la même indication pendant 10 ans. D'accord. Alors, je vois déjà que tu as des questions. Similaire veut dire même mode d'action, même structure chimique ou biologique. Oui, en fait, il y a Quelle est la définition du mot similaire selon la réglementation européenne? Alors, de manière très vulgaire, je pourrais dire générique. Un générique, d'accord. Un Mais c'est biosimilaire à un vraiment générique. très, mais c'est vraiment très, Analogue, chimique, ce genre de de manière choses. très vulgaire. Après, Ouais. il y a vraiment, il y a même une réglementation en fait sur ce que c'est que la définition d'un médicament Mhm. similaire par rapport à un médicament fort. Mhm. Après, ça n'empêche pas un autre médicament qui a une structure chimique différente de demander une AMM pour la même indication et d'obtenir aussi cette exclusivité commerciale. Mais ce médicament doit avoir une structure on va dire suffisamment différente Voilà. du médicament qui est jusque-là autorisé avec le statut de médicament orphelin pour la même indication. Exactement. D'accord. Donc, aussi, est-ce qu'il y a une protection par rapport au mécanisme d'action? Parce que certes, il y a la structure, mais plutôt, voilà, la structure du médicament, qu'il soit biologique ou chimique. Il y a aussi la partie mécanisme d'action. Est-ce que comment agit le médicament est aussi protégé? Non. Donc on peut développer un J'ai médicament. déjà travaillé sur un médicament. Donc, bien sûr, ici, on cite ni le nom des entreprises pour lesquelles on travaille, ni les projets, ni voilà, on protège les informations et on cite de préférence des choses qui sont déjà dans le domaine public. Voilà. Alors, j'ai déjà travaillé dans une entreprise où ils étaient très spécialisés dans une maladie et ils avaient 2 médicaments de la même famille et qui traitaient, donc ils avaient la même cible et ils traitaient la même maladie, mais c'était pas des similaires parce que leur structure était différente. D'accord. Donc la structure, c'est plutôt la structure qui est chimique, qui est protégée, structure moléculaire, ouais. Et donc pareillement pour tout ce qui est biologique. Donc, voilà, structure qu'elle soit chimique ou biologique. Très bien. Donc il y a une protection pour pouvoir avoir une certaine exclusivité commerciale. Maintenant, j'ai cru comprendre que c'est pas un atout majeur. Parce que c'est pas l'atout majeur qui pousse l'industrie à développer des médicaments. C'est peut-être l'ensemble des avantages. Oui, c'est ça. C'est l'ensemble des avantages parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a obtenu l'AMM avec la désignation orpheline, au niveau national, parce que ce n'est pas une fois qu'on a l'AMM que le médicament est tout de suite disponible. Il faut aussi passer par des prix, des remboursements, procédures au niveau national et tout. Et c'est vrai que dans certains pays, ça nous permet soit d'avoir une procédure accélérée pour le prix et le remboursement, soit un prix avantageux, soit un accès anticipé. Enfin, c'est vrai qu'au niveau national et chaque pays a ses avantages. Ça permet d'avoir des avantages donc nationaux. Donc en plus des avantages dans le développement proposé au niveau réglementaire par les différentes agences, notamment l'agence européenne, il y a aussi des avantages dans l'accès du médicament au marché. Donc là, on a parlé des accès en Europe. Donc les différents organismes de remboursement des médicaments proposent des procédures accélérées de remboursement, des prix plus avantageux comparé à des médicaments non orphelins. Donc, c'est peut-être ça aussi, une partie des avantages peut-être qui sont pas réglementaires. Il faut voir l'ensemble, il faut pas voir juste l'exclusivité commerciale, il faut vraiment qui est réglementaire, celle-ci. Oui, c'est ça, c'est un avantage réglementaire. Mais la partie peut-être market access dans la désignation, donc ce que la désignation peut proposer en avantage market access est aussi non négligeable. En fait, il y a un rapport qui liste tous les avantages nationaux suite à cette désignation. Donc, il y a le prix de remboursement, mais il y a aussi des frais d'enregistrement locaux sur les essais cliniques. Ça nous ouvre aussi la porte à des fonds publics locaux.
En fait, c'est comme tu l'as mentionné, c'est vraiment un ensemble. Il ne faut pas prendre juste l'exclusivité commerciale. D'accord. Ok. Donc, c'est toute cette dynamique de support, donc d'aide que les différentes agences sanitaires, et peut-être même de sécurité sociale que peut proposer un pays ou une communauté comme la communauté européenne pour le développement d'un produit qui est intéressant. C'est tout ce package. Oui. Donc, chose peut-être que l'industrie pharma réclame pour tout type de médicaments. Là, on va dire, ils ont cet avantage pour les médicaments orphelins par rapport à la spécificité parce que tout le monde rêve d'avoir des guidance disponibles, un cadre réglementaire très clair, très précis et encourageant. Donc, là, pour les maladies rares, il y est. Donc, tout est mis en place pour pousser les gens à développer, à chercher, voilà, motiver les gens à chercher, développer, chercher des nouvelles thérapies. Très bien. Ben, écoute, Isma, je pense qu'on a abordé plus ou moins moi, je voulais peut-être savoir rapidement si aux US ou peut-être dans d'autres régions du monde, on accorde des avantages différents que celles qu'on donne en Europe ou Non, c'est assez similaire. Après, aux US, c'est 7 ans. C'est pas 10 de ans. protection Ouais. d'exclusivité marketing Oui. commercial. Ouais. Voilà. Après, non, en général, ils ont le même, les avantages ont le même esprit. C'est vraiment l'exclusivité commerciale, les avis scientifiques gratuits ou plus souvent comparé à d'autres médicaments. Mhm. Souvent, ils ont aussi des comités. En fait, en général, chaque agence, chaque grosse agence, en l'occurrence l'IMA et la FDA, ont des comités spécialisés que dans ce genre de médicaments-là, parce que c'est vrai que les questions, les challenges sont différents. Et ça reflète l'importance que ces pays-là accordent aux maladies rares Oui, et à l'accès aux soins aux exactement. patients touchés par ces maladies. Oui. Donc voilà, mais en général, c'est la même chose. D'accord. Ouais. Donc, plus ou moins, on a abordé les avantages communs liés à la désignation maladie rare que peuvent accorder les agences réglementaires ou de remboursement. Ouais. Très bien. Bon, on avait prévu une trentaine de minutes pour cet épisode. Je pense qu'on va le dépasser par une dizaine de minutes parce qu'il nous reste deux petits points rapidement à aborder. Moi, je pourrais te dire pour les avantages au niveau international, puisque j'ai une expérience dans l'international, euh, j'ai vu que dans certains pays, on peut accorder quand le médicament a une appellation, désignation européenne ou américaine, maladie orphelin, voilà, médicament orphelin. On accorde des procédures d'enregistrement accélérées. Oui. Voilà, ça c'est un avantage réglementaire, mais voilà, qui après la résultante de cette procédure accélérée et le placement sur du marché, du produit sur le marché d'une manière accélérée, donc par la suite ça génère un accès aux patients à un médicament plus rapidement et aussi un revenu au laboratoire plus rapidement que comparé à un médicament commun. Parce qu'à ma connaissance, en dehors de l'Europe ou des US, il faut savoir qu'en moyenne, en Europe, une fois qu'on demande l'AMM jusqu'à l'obtention de l'AMM, il faut compter un an. Un an en moyenne, je dis bien en moyenne, ça peut bien être entre 12 et 18 mois, oui, environ. Voilà. Ouais. Donc après, à l'international, je pense que ça peut vite fait dépasser les un an pour avoir bien une sûr, AMM. Donc c'est vrai que utiliser la désignation orpheline de l'Europe ou des US pour raccourcir cette évaluation n'est pas négligeable. N'est pas négligeable du tout, oui. Oui, dans plusieurs marchés émergents, donc pays émergents, il y a cet aspect d'accélération d'enregistrement et de donner la priorité aux médicaments orphelins. Donc, si je peux juste te couper, mais en fait, c'est aussi applicable en Europe et aux US. Très bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé les procédures accélérées dans les pays européens et américains. C'est comme je le mentionnais, en fait, en Europe, en moyenne, c'est un an. Ouais. Une procédure centralisée, standard, c'est un an, en incluant
les différentes questions, les arrêts d'horloge, les réponses, les négociations. En moyenne, c'est 1 an. Après, l'IMA donne aussi la possibilité d'une procédure accélérée qui est de 150 jours. Mhm. Donc en général, à ce moment-là, c'est tout va vite. Tout va très vite. Les arrêts d'horloge sont plus raccourcis, voire il n'y en a pas. Juste pour comparer à la procédure normale qui est de 210 jours, Mhm. donc il y a un raccourcissement de 2 mois de procédure, qui est plus ou moins 4-6 mois de temps réel. Oui, alors Parce que là, voilà, 210 jours de procédure n'est pas, ça n'inclut pas les arrêts d'horloge. voilà, il y a un arrêt pour Voilà. offrir l'opportunité à C'est la pour ça que je dis en réponse. moyenne 1 an. C'est en moyenne 1 an, donc avec ce raccourcissement, on parle de 8 mois, 6 à 8 mois, Oui, c'est ça. 6 à 8 mois de temps d'évaluation C'est dans ça. la procédure accélérée en Europe. Oui. Ce qui est très très bien, sachant que par la suite, il y a tout un travail d'accès aux médicaments lié au remboursement et lié à la préparation des autres opérations pour commercialiser, lancer la commercialisation d'un nouveau produit. Donc, il y a à peu près aussi la même chose aux US, ce qu'on appelle le Fast Track Designation, Breakthrough Therapy Designation, Ouais. Accelerated Approval Pathway. Donc, C'est une série de dispositions réglementaires voilà, pour il pouvoir. y a beaucoup d'outils réglementaires avec lesquels le promoteur peut jouer pour accélérer l'autorisation de mise sur le marché. Ouais, très bien. Qui peuvent, peut-être aux États-Unis, ils ont aussi les mêmes mécanismes communs avec d'autres thérapies, pas comme orphelines. Oui. Par exemple, tout ce qui est lié à des urgences comme celle qu'on vit en Mais ce c'est vrai que les moment. médicaments orphelins font partie de la liste de ce genre de produits Voilà. qui sont éligibles à traitement d'urgence. Voilà, à ce genre d'outils réglementaires. Ouais, très bien. Maintenant, on va peut-être finir par voilà, vu que notre site c'est DZ Pharma, donc tu l'as bien compris, il est concentré sur l'actualité algérienne. Donc l'idée de ce service, c'est vraiment de dire voilà, maintenant en Algérie, on n'a pas de développement clinique proprement dit, Oui. donc peut-être pas, on est pas très concerné par la partie développement actuellement, parce qu'il y a du développement peut-être clinique lié plutôt à des c'est des phases 4 dans ma connaissance. il y a beaucoup de phases 4 d'études observationnelles liées à certaines maladies qui sont très présentes en Algérie. Il y a aussi peut-être de l'innovation technologique liée à la formulation, peut-être liée aussi à la forme pharmaceutique. Et aussi, on peut espérer que dans le futur, on aura, je sais pas, un embryon de start-up, parce que en ce moment, le gouvernement algérien a créé tout un ministère lié au développement des startups. Donc pourquoi pas, peut-être dans l'avenir, il y aurait peut-être des startups qui travailleraient avec les académiciens à proposer des nouvelles cibles thérapeutiques ou des nouvelles thérapies, qui sait, hein, ça, maintenant la recherche pour des maladies rares ou autres. En tout cas là, le sujet c'est les maladies rares, donc peut-être que pour les maladies rares, on aura quelque chose dans le futur qui va se développer. Mais pour ça, ils ont besoin de réglementation. On peut pas développer un secteur sans réglementation. Et là, on le voit très bien qu'avec les réglementations et les guidelines européennes claires, précises et qui favorisent le développement de nouvelles thérapies pour les maladies rares, ça peut fonctionner. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, pour l'Algérie? Je sais que tu n'as pas beaucoup d'expertise sur l'Algérie en particulier, mais tu as une idée. Tu es algérienne et tu as aussi une idée. Tu as travaillé avec l'Algérie d'une façon peut-être indirecte. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer d'inspirer du modèle européen, américain, faire une synthèse des deux, voir ce que, par exemple, l'Arabie Saoudite, l'Égypte fait, l'Iran, parce qu'ils ont des formats peut-être hybrides où ils encouragent indirectement l'accès aux médicaments. Éthiquement, est-ce que on doit rester spectateur, de dire ok, on a des malades, parce qu'on a des malades en Algérie qui sont touchés par les maladies rares, mais on n'a pas on les traite pas comme prioritaires, on les traite comme les autres malades, alors que tout le monde a pris connaissance qu'on doit les traiter d'une manière peut-être particulière et prioritaire pour donner accès à des médicaments innovants. Voilà, comme une synthèse rapidement, 5 minutes, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là? Peut-être que tes conseils seraient écoutés. Moi, je pense que, en fait, pour la petite histoire, comment
structure réglementaire a commencé dans le monde, c'est aux US, parce que c'est le premier pays où la réglementation européenne a été adoptée. Et en fait, ça a commencé par une association de patients. Ah, intéressant. Oui, à la base, il n'y en avait pas. Il y La avait pas. VA n'existait pas. Non, non, non. La réglementation sur les médicaments orphelins n'existait pas. Ah, tu parles uniquement, pardon. Ok, Oui. ok, Parce que d'accord. bon, au niveau. Oui, les médicaments étaient réglementés, mais pas Voilà. les médicaments orphelins. D'accord. Voilà. Et en fait, en 81, oui, c'était dans les années 80 en tout cas. Fin 70, 80. Et en fait, il y a eu un mouvement de patients visant à sensibiliser et à soutenir les maladies rares qui a pris forme. Et en fait, ils ont mis en place le NORD, c'est National Organization for Rare Disorders. Et donc, avec des efforts conjoints de ce NORD et la direction d'une mère d'un enfant atteint de maladie rare, d'un membre du Congrès et d'un acteur de cinéma. En fait, ils ont fait du lobbying. Ils en ont tellement parlé que l'opinion publique a conduit à l'adoption d'une réglementation sur les médicaments orphelins. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que après, du coup, ça a conduit à l'adoption de cette réglementation. Ça a conduit au développement et l'accès aux patients de ce genre de médicaments-là. Donc, je pense que la structure réglementaire est nécessaire. C'est très difficile de faire quelque chose sans structure, sans guidance, il nous faut cette structure. Cette structure-là, on pourrait l'obtenir par une réglementation. Et je pense, si on avait une réglementation pour encadrer ce genre de médicaments, ça pourrait beaucoup aider à l'accès au marché. D'accord, donc oui, entièrement d'accord. Donc, essayer de proposer un cadre réglementaire pour donner accès, Oui. donc donner accès à l'enregistrement des médicaments innovants qui nous viennent d'un peu partout Oui. du monde. Par la suite, favoriser un remboursement, on va dire d'une manière différente, avec une procédure accélérée, comme on peut voir en Europe. Pour donner des outils, en fait. Réglementaires adaptés. Adaptés. Voilà, adaptés à ce genre pour de les médicaments orphelins. Aussi et pour le développement? Alors, je dirais obliger les grandes industries à avoir des patients en Algérie, par exemple. Ça peut commencer par ça, par avoir des essais cliniques. Je pense aussi, il y a d'autres pays qui le font. D'ailleurs, rien que la Chine. Bon, certes, on ne peut pas comparer la Chine à l'Algérie en termes de la taille du marché, oui, taille oui. Du marché, mais je pense aussi que l'Algérie n'est pas un marché négligeable. Non, pas du tout. Et je pense qu'il y a de l'expertise aussi qu'il faut pour pouvoir aussi avoir des essais cliniques de développement en Algérie. Et exactement. pas que des essais, des études observationnelles. Avoir des patients en Algérie dans un développement, dans une phase 3 par exemple, je pense que ça pourrait non seulement nous, en tant qu'Algérie, nous apporter quelque chose, ça pourrait apporter des industries, ça pourrait du boulot, de l'expertise, il y a tout ce qui tout ce qui gravite autour d'un essai clinique, mais aussi pour l'industrie, avoir plus de patients, parce que encore une fois, maladie rare, il y a peu de patients. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes des études cliniques dans ce genre de population, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver les patients. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée pour nous. C'est que si on a des patients atteints d'une maladie rare et on sait que pour les essais cliniques, les patients ne sont pas nombreux à exister d'abord et ensuite à vouloir participer dans un essai clinique parce que voilà, des contraintes diverses. Donc, peut-être que l'Algérie, si favorise le climat, on va dire, des essais cliniques dans un premier temps, en proposant des structures, je sais pas, hospitalières, privées, semi-privées, publiques, en tout cas d'avoir peut-être des sites pilotes. On n'est pas obligé d'avoir 10 centres. En Algérie, on peut commencer avec un seul centre, que pour les maladies rares, où des patients atteints d'une maladie rare peuvent à la fois participer à des essais cliniques pour pouvoir accéder en un temps très précoce à des nouvelles thérapies, et par la suite, petit à petit, ramener
les labos pharma, les CRO, tous les acteurs qui gravitent autour du développement clinique à s'intéresser à l'Algérie. C'est-à-dire, on a des patients, on a des experts. On n'est pas très loin de l'Europe. On n'est pas très loin de l'Europe. On a les experts, clairement, que ça soit. On a les médecins, on a Je pense qu'on a tous les métiers hospitaliers, on a des gens qui travaillent dans l'industrie pharma qui sont très compétents aussi. On a ce qu'il faut, je pense. Ouais. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée donc, s'il y a des gens le ministre délégué de l'industrie pharmaceutique qui nous écoute, voilà, c'est une piste à explorer pour pouvoir ramener du développement parce que c'est très intéressant d'avoir. On s'ennuie pas. Du développement. Parce que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la production, parce que c'est vrai que la production, les usines, donc la production emploie beaucoup de personnes. Oui. Mais c'est pas peut-être le levier de croissance le plus intéressant pour un acteur pharmaceutique, c'est d'avoir des nouveaux produits, d'avoir des brevets qui protègent ces produits et d'être actionnaire d'un asset de produits innovants est beaucoup plus important que d'avoir 20 usines dans certains cas. Mais c'est surtout aussi, c'est qu'on a l'expertise en fait. On a des médecins, on a des infirmiers, on a des scientifiques, et je pense qu'on peut les utiliser. Oui, on peut. Ils sont là. Peut-être qu'il faut une formation complémentaire pour les métiers de la recherche clinique. Mais je pense qu'il y a un exemple de la République tchèque qui, en l'espace de une dizaine d'années, est passé d'un pays quasi inexistant dans les protocoles d'essais cliniques à un acteur maintenant indispensable. Ils sont quasiment dans tous les essais cliniques. Tous les essais cliniques, la République tchèque est présente. Donc ça, à la fois, ça donne des opportunités à leurs patients d'accéder à des thérapies, nouvelles thérapies, à leurs médecins de se former, et tout professionnel de la santé de se former au métier de la recherche. Et c'est aussi un levier de croissance pour eux. Et on ne sera pas étonné que peut-être dans 10 ans, il y a des startups tchèques qui proposent des nouvelles thérapies, qui seront leaders. Et voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vais voir rapidement s'il y a des questions. Vu que c'est nouveau, c'est une phase. Donc c'est un essai, je pense qu'on aura des questions par la suite après la publication du podcast. Il n'y a pas beaucoup de live, des gens en live. Donc, on compte sur vous pour les prochains épisodes. Donc, Ismaël, elle sera de retour avec nous pour d'autres sujets. On traitera d'autres sujets ensemble. Donc, moi, je leur remercie personnellement d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et si vous avez d'autres questions, on serait vraiment ravis de pouvoir peut-être échanger via Facebook. Et voilà. Donc, à une prochaine fois, on essaiera de collecter les feedbacks par rapport à ce format et voir comment on peut revenir par la suite avec un second épisode. Salam alaikum. Merci. Au revoir.